bienvenue pour une nouvelle navigation à bord de Voilier, le podcast des passionnés de voile. Avant de commencer, je vous invite à suivre Voilier sur les différents médias sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Vous y trouverez des citations et des fun facts liés au monde de la mer. Également, n'hésitez pas à liker et commenter ce podcast sur vos plateformes d'écoute favorites et sur voilier.com, voixli2es.com. Merci de noter également que cet espace est disponible pour promouvoir toute activité, produit, compte en relation avec le domaine de la voile et des voiliers. Bonjour, Guillaume Arnaud-Deslions, j'ai 49 ans, je suis délégué général de l'éco-organisme APER, qui est en charge de la déconstruction des bateaux en fin de vie sur le territoire français. L'APER, c'est un organisme public ou c'est une société privée ? Alors c'est un statut un petit peu particulier, c'est privé dans son fonctionnement, mais le statut d'éco-organisme, c'est un statut qui est agréé par les pouvoirs publics. C'est-à-dire que notre existence d'éco-organisme a donné lieu à la publication d'un arrêté par le ministère de la Transition écologique pour officialiser la reconnaissance de cette structure comme étant l'acteur national pour la gestion des bateaux de plaisance en fin de vie. Mais dans son fonctionnement, ça fonctionne vraiment comme une société privée. D'accord. Et quand est-ce que ça a été créé, l'APER ? Alors, l'APER en tant qu'éco-organisme a été créé en mars 2019, donc c'est une structure récente. Voilà, c'est très récent. Nous avons travaillé sur ce sujet depuis une dizaine d'années déjà, un peu plus de 10 ans, mais l'officialisation en France de la filière, ça date de mars 2019. D'accord. Et d'ailleurs, APER, ça veut dire ? Alors APER, on n'a pas été très original dans le nom. APER, c'est l'abréviation de Association pour la plaisance éco-responsable. D'accord. Donc ce sont les 4 lettres de APER qui sont constituées par ça. Et il y a une localisation, vous avez un siège social, c'est à Paris ou est-ce que c'est sur un autre endroit ? Alors oui, nous avons un siège social basé à Paris. Nous sommes dans les mêmes locaux que la Fédération des industries nautiques, qui est la fédération de tout le monde du nautisme et de la plaisance en France, et qui est donc à l'origine de la création de l'éco-organisme APER. Et nous sommes basés dans les mêmes locaux que la Fédération des industries nautiques, locaux qui sont sur une péniche à Paris dans le 13e arrondissement. D'accord. Voilà. Donc nous sommes, notre siège en tant qu'APER est à Paris. C'est une structure en tant que telle qui est petite, puisque l'APER aujourd'hui ce sont 4 salariés, bientôt 5. On est en train de recruter le 5e élément pour rejoindre notre structure. Et notre rôle, nous, est vraiment d'organiser au niveau national avec tout un réseau d'entreprises la collecte, la gestion, la déconstruction et le recyclage des bateaux. Donc ce n'est pas nous qui faisons l'activité de recyclage en interne, mais par contre c'est nous qui l'organisons et qui la finançons au niveau national. D'accord, ça c'est intéressant de comprendre un peu le mécanisme. Et donc uniquement les activités de recyclage des bateaux de plaisance ou vous avez d'autres activités, parce que votre nom pourrait laisser penser que vous faites plus que ça ? Alors non, notre activité aujourd'hui est vraiment centrée spécifiquement sur la déconstruction des bateaux de plaisance. Ce qu'on appelle, alors administrativement, on nous a sorti un joli nom en France, les DPPS, donc les déchets de bateaux de plaisance et de sport. Et donc notre champ d'action, c'est vraiment sur ces bateaux-là. Par exemple, on n'intervient pas sur les bateaux professionnels. Tous les bateaux de pêche, les bateaux de commerce, les démantèlements de gros navires, ça c'est autre chose et ce n'est pas dans notre domaine d'activité. Donc nous c'est vraiment le bateau de plaisance de 2,50 m à 24 mètres
Donc on commence avec des tout petits dériveurs qu'on va trouver dans des clubs de voile, jusqu'à des yachts de 24 mètres. Pour l'instant, le plus grand bateau qu'on ait déconstruit faisait un peu plus de 21 mètres, mais dans la globalité, la majeure partie des bateaux que nous avons déconstruits jusqu'à maintenant sont des bateaux qui se situent entre 6 et 8 mètres. D'accord. Ok. Et donc, comme vous l'avez déjà répondu à cette question-là, c'est plutôt une clientèle particulière, donc pas les professionnels de la mer. Ou il y a peut-être des Voilà, loueurs, peut-être qui vous font appel à vous, ou des loueurs de exactement. bateaux. Ouais. En fait, ce qui joue, c'est moins que la structure propriétaire du bateau soit professionnelle ou un particulier que l'utilisation du bateau, l'utilisation finale du bateau. Hein. Nous, on est sur des bateaux de plaisance, donc une utilisation finale de plaisance. Donc, nous avons parmi nos demandeurs, nos clients de déconstruction, des entreprises, des ports de plaisance, des loueurs, également parfois des communes, des collectivités, et beaucoup de particuliers. Je crois qu'on peut différencier deux grandes catégories de bateaux qui nous sont confiés. Il y a d'une part les bateaux qui viennent de demandes volontaires, hein, de propriétaires de bateaux. Je suis propriétaire d'un bateau, c'est un bateau ancien, je navigue plus, mes enfants ne veulent pas s'en occuper, je ne trouve pas d'acheteurs sur le marché pour ce bateau, j'ai quelques coûts inhérents au stockage de ce bateau et je décide de m'en séparer, donc je prends contact avec la paire et je fais cette démarche. Donc ça, c'est la première catégorie. Et puis il y a une deuxième catégorie qui est un petit peu plus complexe, mais qu'on gère également, qui est le traitement des bateaux qui sont abandonnés, hein, des épaves, des bateaux qui sont abandonnés, qui sont entre guillemets orphelins, c'est-à-dire qu'on n'a plus en face du bateau un propriétaire avec qui on peut échanger, et donc là on traite également ces bateaux-là, ce qui est une autre catégorie. D'accord. Donc ça, c'est des gens c'est par exemple des communes qui voient qu'il y a des épaves sur leur territoire et qui font à ce moment-là appel à vous. Exactement. C'est souvent à travers des collectivités, voire des services de l'État en région, des ports de plaisance qui nous font ces demandes. Ça peut être également par des professionnels du nautisme, parce qu'il arrive que parfois sur des chantiers navals, qui font de la réparation, de la maintenance, de la vente, eh bien il puisse y avoir des bateaux d'anciens clients qui ne donnent plus signe de vie depuis des années, qui ont laissé à l'abandon leur bateau, qui ont souvent une ardoise ou une dette avec le chantier et qui ne sont pas forcément, alors soit ils ont tout simplement malheureusement disparu, soit ils ne sont pas pressés de se manifester pour s'occuper de leur bateau. Donc dans ce cas-là, on peut avoir des demandes qui nous parviennent de professionnels du nautisme par rapport à ces bateaux-là. Alors sans rentrer trop dans le détail, quand c'est ce genre de cas de figure, ou quand ce sont des collectivités qui nous appellent pour des bateaux qui sont abandonnés sur le littoral, sur la commune et le territoire qu'elles gèrent, eh bien on doit passer évidemment par des procédures, puisque vous savez qu'en France, en face d'un bateau, eh bien il y a un propriétaire, que le bateau il est immatriculé. Hein, donc dans les fichiers de l'administration, il y a bien une personne propriétaire du bateau. Le bateau, il est parfois fiscalisé, francisé, en fonction de sa taille. Et donc, on ne peut pas décider par nous-mêmes qu'un bateau qui est sur les littorales, on vient, on le récupère, on le déconstruit. Évidemment, c'est pas possible. Donc, on passe soit par des procédures de déchéance de propriété, quand après mise en demeure, après donc il y a toute une procédure par rapport à ça, soit éventuellement, et c'est ce qui se passe notamment avec des professionnels, des décisions judiciaires par rapport à un client qui a abandonné son bateau depuis 5 ans, 10 ans dans un chantier, pour pouvoir obtenir une autorisation officielle de prendre en charge le bateau et de pouvoir le traiter. Et du coup, j'imagine que quand on passe par la déchéance de propriété, c'est quelque chose qui va durer longtemps, probablement. Alors c'est tout notre problème aujourd'hui, c'est qu'on Oui. identifie un certain nombre de bateaux que nous sommes prêts à gérer logistiquement, techniquement, économiquement à prendre en charge, mais qui doivent passer par ce processus qui peut durer en fonction des situations et du statut du bateau. Ça peut prendre entre 4 et 12 mois, hein, de procédure. Ah, je pensais que ça serait quand même plus long, mais ok. Donc Ça s'est ça reste long, accéléré. mais Voilà, ça reste pas long, si ça long. reste trop long pour nous, on aimerait aller plus Ouais. vite, mais ça s'est déjà accéléré. Il faut reconnaître que les choses se sont Mm. accélérées, que les pouvoirs publics essayent de faire en sorte d'accélérer les choses, mais globalement ça prend toujours un peu de temps. D'accord.
Très bien. Alors en introduction, vous m'avez dit que c'était un projet qui existait depuis 10 ans, même s'il s'est concrétisé en 2019 avec la création de la paire. Alors c'est quoi l'origine? C'est vous? C'est un constat? Comment est venu ce projet de la paire? Alors en fait, l'origine, comme je vous le disais tout à l'heure, la paire a été créée à l'initiative donc de la Fédération des industries nautiques. Et donc cette fédération qui travaille sur tous les sujets qui concernent collectivement les entreprises du secteur, eh bien a commencé à réfléchir à la problématique de la fin de vie des bateaux il y a une quinzaine d'années. Les premiers travaux sur le sujet, c'était il y a une quinzaine d'années. Parce qu'on savait que, vu le nombre de bateaux qui avaient été mis sur le marché, il y a un moment, évidemment, on allait se poser la question de la fin de vie, et qu'à ce moment-là, rien n'était en place. Et surtout, aucune solution n'était proposée à l'époque à un particulier, un propriétaire de bateau qui voulait s'en débarrasser proprement. Il savait pas à qui s'adresser, il savait pas du tout, il n'y avait pas de solution. Donc on a commencé à travailler là-dessus. Nos différents travaux ont amené à créer une structure, parce que la paire en fait existe depuis 2019 en tant qu'éco-organisme, mais l'association était en place, avait été créée avant par la Fédération des industries nautiques. Donc on a créé la paire en 2009 pour simplement, dans un premier temps, pouvoir guider les plaisanciers qui étaient à la recherche d'une solution pour traiter leurs bateaux. Et donc on mettait en relation des plaisanciers avec des spécialistes de la gestion des déchets qui étaient capables de traiter les bateaux. À l'époque, et on en reparlera on va le développer un petit peu tout à l'heure certainement, mais à l'époque, tout le coût de cette déconstruction était totalement à la charge du propriétaire du bateau. Hein, nous, on leur trouvait une solution techniquement, environnementalement et réglementairement fiable, mais c'était à leur charge, il n'y avait pas de financement particulier. Ce qui a changé entre 2009 et le fait qu'on devienne un éco-organisme en 2019, donc 10 ans après, c'est que une réglementation qu'on appelle réglementation de responsabilité élargie des producteurs, s'est mise en place, et donc apporte finalement à travers cet éco-organisme maintenant le financement de la déconstruction de ces bateaux. Et ça, c'est une grosse différence par rapport à ce qu'il y avait avant. Avant, c'était vraiment une action volontaire pour commencer à avancer sur le sujet. Maintenant, on est dans quelque chose qui est cadré, qui est organisé, qui est officiel et qui est financé. D'accord, donc c'est les constructeurs de bateaux, quelque part, qui financent l'activité de la paire, bon, Exact. qui est probablement répercutée sur le client au moment où j'achète mon bateau. Bah, j'ai cette quote-part là, qui va être, je pourrais bénéficier de la déconstruction de mon bateau une fois qu'il sera C'est en fin de vie. exactement ça. C'est Mmh. exactement ça. On peut le comparer très facilement. Alors, je sais pas si c'est surtout commencer sur les autres marchés, mais en France, quand vous achetez une télévision, par exemple, eh bien, vous avez une petite écotaxe qui apparaît sous le prix affiché. C'est la même chose. Quand on verse cette éco-contribution qui est intégrée au prix d'achat du bateau, eh bien, cette partie-là est reversée par ce qu'on appelle le metteur en marché, donc le constructeur, l'importateur, à l'éco-organisme, et c'est avec cet argent-là que l'éco-organisme finance la déconstruction des bateaux en fin de vie. D'accord. Et bah alors si on vient sur les coûts, qu'est-ce que ça représente, c'est un pourcentage de la valeur du bateau? C'est quoi le coût? Alors, le coût qui est payé par le producteur, par le metteur en marché, c'est un coût qui correspond à un barème que nous avons établi et qui évolue d'année en année en fonction des besoins de financement et des objectifs de déconstruction en nombre de bateaux. Et nous avons un tarif par catégorie et taille de bateau. Hein, le tarif ne correspond pas, et là pour le coup c'est même la réglementation française qui l'interdit, ne peut pas être un pourcentage du prix de vente du produit. Tout simplement parce que un produit peut avoir un prix de vente très important et pourtant être un produit très bien pensé, éco-conçu et avec peu d'impact sur l'environnement. Donc on doit être vraiment sur une relation entre la problématique et les coûts de traitement, des constructions, recyclage du bateau et le barème et l'éco-contribution.
hein. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est vraiment sur des catégories. Donc on a des grandes catégories: voilier monocoque, voilier multicoque, bateau à moteur rigide, semi-rigide, etc., etc. Et par taille, par tranche de taille de bateau, d'un mètre par un mètre, on a ce tarif qui est dans notre barème et qui est D'accord. appliqué. Et du coup, c'est aussi en fonction des matériaux utilisés, j'imagine. Les bateaux en bois, peut-être, ou là, c'est vraiment que la taille qui compte. Alors aujourd'hui, sur le démarrage de la filière, on est sur quelque chose d'assez standardisé sur la taille. En revanche, on travaille aujourd'hui sur ce qu'on appelle une écomodulation de ce barème, c'est-à-dire qu'on va commencer à intégrer à partir de l'année prochaine des critères d'écomodulation, c'est-à-dire des bonus ou des malus en fonction de la performance environnementale du bateau. Donc on mène aujourd'hui pas mal d'études, de discussions sur justement la définition de ces critères. Donc évidemment, tout le monde souhaite mettre un petit peu en avant les avantages de son propre bateau. Ceux qui font des bateaux en aluminium nous disent: mais regardez, c'est merveilleux, l'aluminium c'est recyclable, etc. Ceux qui font des bateaux en bois nous disent: bah il y a pas plus naturel que le bois. Et puis ceux qui font des bateaux en polyester nous disent: bah oui, mais l'aluminium, si on regarde le bilan complet du cycle de vie du bateau, pour le produire, l'énergie que ça dépense, etc. C'est quand même une ressource qui n'est pas renouvelable directement. Et puis les bateaux en bois, le bois c'est très beau, mais quand le bois il est recouvert d'époxy, en traitement en fin de vie, c'est compliqué aussi. Enfin bon, tout le monde a de très bons arguments pour Bon, dire qu'il c'est ça. mérite un bonus et pas un malus. Donc il faut qu'on essaye de la façon la plus objective, la plus cohérente possible et compréhensible par tout le monde, mettre en place ces critères qu'on ambitionne de mettre en place à compter du 1er janvier 2023. D'accord. Très bien. En termes encore de chiffres là, mais plutôt sur le nombre d'épaves en France, on a une idée du nombre? Est-ce que vous parliez d'un objectif? Est-ce qu'il y a un objectif chiffré pour la paire de recycler autant de bateaux chaque année? Et c'est Alors, quoi? il y a dans notre cahier des charges, puisque pour être agréé par le ministère de la transition écologique, on a dû répondre à un appel d'offres national, à un cahier des charges précis, qui est le cahier des charges d'agrément. Il y a des objectifs de déconstruction qui ont été mis en place. Alors, sans beaucoup de connaissances et sans savoir très bien où on allait sur la création d'une filière, donc ces objectifs ont été mis en place de façon un petit peu arbitraire et pour ne rien vous cacher, ne sont pas atteignables aussi rapidement que ce qui avait pu être imaginé à l'époque. Aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres, à la fin de l'année 2021, donc après très exactement 2 ans et 4 mois d'activité, puisque les premiers bateaux déconstruits par la paire c'était en septembre 2019, on a passé la barre des 4000 bateaux déconstruits au Ah oui, 31 ok. au 31 décembre. Donc ce qui est plutôt bien. On avait déconstruit, alors sur une petite année, puisqu'on avait commencé tardivement en 2019, on avait déconstruit un peu plus de 350 bateaux. On en a déconstruit 1200 en 2020 et puis on en a déconstruit un peu plus de 2400 en 2021. Donc on est vraiment sur une augmentation forte de l'activité, ce qui est normal sur une structure assez jeune comme la nôtre, et on ambitionne de déconstruire à peu près 3500 bateaux en 2022 pour atteindre 5000 bateaux, on pense à partir de 2023. Donc on est vraiment sur une montée en puissance forte. Alors pour essayer de répondre à votre autre question, c'est très compliqué d'estimer précisément le nombre d'épaves ou en tout cas le nombre de bateaux potentiellement à déconstruire. Pour plusieurs raisons. Alors on travaille avec les services de l'État, notamment en région, en ce moment sur un recensement des épaves réellement abandonnées sur le littoral ou à flot, entre mouillé à chaque marée haute, je dirais, etc. Donc ça, c'est un travail qui est en cours. Maintenant, on ne déconstruit pas que des épaves, on déconstruit aussi des bateaux qui sont vieux, mais qui ne sont pas abandonnés, etc. Et en fait, ce qui est très compliqué, c'est que on peut faire des calculs, je dirais, théoriques,
en se disant bon, regardons sur la base des années d'immatriculation des bateaux, mettons une durée de vie moyenne par bateau, par catégorie, et essayons d'extrapoler un peu pour voir ce que ça donne. En fait, cet exercice a très vite ses limites parce que aujourd'hui, il y a des bateaux qui sont détenus par des particuliers qui théoriquement, on pourrait dire qu'ils ont passé l'âge et ils pourraient venir en déconstruction, mais il y a un tel attachement affectif au bateau que les gens ont souvent au fond de la tête un projet de rénover ce bateau sur lequel ils ont appris la voile avec leur grand-père, qui leur rappelle plein de souvenirs et qui un jour, comme une voiture de collection, on rachète une vieille voiture et on se dit ça va être super, je vais la retaper. Il y a un attachement très fort. Donc ces bateaux-là, évidemment, ils sortent des bateaux qui sont et puis ils ne posent pas de problème souvent d'un point de vue environnemental puisqu'ils sont chez des particuliers, dans un garage, et entretenu. Donc voilà, ça c'est un peu la limite. Donc c'est compliqué de savoir précisément le besoin. Nous, notre objectif, on se base moins sur une estimation générale et un peu arbitraire du besoin que sur notre capacité à répondre à toutes les demandes qui sont exprimées aujourd'hui. Je crois que notre vraie mission, c'est de traiter le problème quand il se pose, et que chaque propriétaire d'un bateau qui souhaite s'en débarrasser, chaque commune qui souhaite évacuer une épave sur son littoral, chaque professionnel qui a un bateau abandonné sur son terrain, puisse trouver facilement et rapidement une solution auprès de nous. C'est ça l'objectif qu'on se fixe principalement aujourd'hui. D'accord. Alors, je suis surpris par le nombre important en fait de recherches. C'est très bien pour le coup. Et vous disiez donc c'est pas vous APR qui faites le recyclage de ces bateaux, c'est donc vous faites appel à des sociétés pour ça. Donc j'imagine qu'il y a un petit maillage au niveau du territoire. Et du coup, donc avec combien de partenaires vous travaillez? Comment ça se passe concrètement? Donc j'apporte mon bateau. Qu'est-ce qui va se passer pour le bateau? Ça prend combien de temps à recycler? Qu'est-ce que vous arrivez à recycler, à conserver? Est-ce que vous arrivez à, à faire quelque chose des matériaux? Est-ce que ça part directement dans une déchetterie? Enfin voilà. Comment ça se passe le recyclage d'un bateau? Alors, il y a pas mal de questions dans votre question. Alors, je vais essayer de poser par ordre. Alors aujourd'hui, nous avons 26 centres de déconstruction opérationnels agréés par l'APER, actuellement en activité. Donc 25 en métropole, 1 en Martinique. Et nous venons de finir un nouvel appel d'offres pour la période contractuelle 2022-2023. Et nous avons sélectionné 18 centres supplémentaires sur cet appel d'offres. Donc on a aujourd'hui 44 centres de déconstruction sous contrat avec l'APER, mais les 18 nouveaux ne sont pas encore en activité pour la simple et bonne raison que pour pouvoir déconstruire des bateaux de plaisance, en France, il faut répondre à une réglementation spécifique qu'on appelle réglementation ICPE. Ça veut dire installation classée pour l'environnement. Donc dès que vous traitez un déchet, dès que vous traitez sur certaines activités, vous êtes obligé d'obtenir une autorisation préfectorale liée à votre activité. Et au moment du lancement de la filière a été créée une nouvelle ICPE spécifiquement dédiée à la déconstruction des bateaux de plaisance. Donc c'est nouveau pour tout le monde. Donc ces nouvelles entreprises doivent faire les démarches administratives avec un dossier d'étude, une instruction par les services du ministère de la transition énergétique pour avoir une autorisation préfectorale avant de pouvoir déconstruire ces bateaux. Donc ces 18 nouvelles entreprises, elles vont rentrer en activité progressivement sur le cours de l'année 2022 au fur et à mesure qu'elles vont obtenir ces autorisations. Mais en tout cas aujourd'hui, donc on peut dire qu'on a 26 centres opérationnels et 44 en tout qui démarrent progressivement. On estime nous que il nous faut une cinquantaine de centres au final pour avoir une couverture territoriale suffisante et répondre à la demande partout en France et sur les territoires d'outre-mer. Parce qu'il y a une question aussi de proximité. C'est difficile de traiter des bateaux quand le centre est à 500 km du lieu de gisement. Donc on a besoin de cette proximité. Donc voilà. Et dans les 18 entreprises nouvellement agréées, eh bien, nous avons des entreprises sur La Réunion, sur la Guyane,
sur des propositions sur la Guadeloupe, sur Saint-Martin. Donc on couvre aussi assez fortement, et c'est notre objectif, les territoires d'outre-mer. Alors, votre deuxième question, comment ça se passe pour le plaisancier? J'ai un vieux bateau, je sais pas quoi en faire, comment je procède? En fait, on a essayé de mettre quelque chose en place de très simple. Tout est centralisé sur un portail internet qui s'appelle www.recyclermonbateau.fr. Et donc tout se passe sur ce site internet. Donc je suis un plaisancier, je vais sur le site internet, j'ai toutes les explications sur le fonctionnement de la filière. Je vais me connecter, je vais créer mon compte en ligne, et puis je vais remplir un formulaire qui décrit le bateau que je souhaite faire déconstruire, qui donne toutes les informations, et sur lequel je vais pouvoir télécharger également le scan de ma carte de circulation, de mon acte de francisation, etc. Dès que j'ai fini ça, je valide ma demande, et à ce moment-là, la paire va toujours par le biais de ce portail, vérifier que la demande est complète et transférer cette demande au centre de déconstruction le plus proche. Et c'est le centre qui va pouvoir directement revenir vers le plaisancier pour lui dire votre demande est validée par l'éco-organisme. Donc moi, en tant que centre, quand elle est validée, ça veut dire que je sais que j'ai une validation que je serai payé pour la déconstruction de votre bateau, et donc il va organiser le rendez-vous pour faire venir le bateau. Aujourd'hui, reste à la charge du détenteur du bateau simplement le transport du bateau jusqu'au centre. Donc le centre, quand il rappelle le plaisancier, va pouvoir lui proposer, s'il a besoin d'une solution de transport, va pouvoir lui proposer un devis transport, mais libre au plaisancier de s'adresser à qui il souhaite pour le transport, voire de faire le transport lui-même si c'est un petit bateau et qu'il a une remorque, ou il peut se faire prêter une remorque. Une fois que le bateau arrive sur le centre, eh bien il passe du statut de bateau au statut de déchet. Donc il passe le portail du centre de traitement. On remet à ce moment-là au plaisancier un certificat de prise en charge de son bateau. Donc lui, il est libéré de toute responsabilité à partir de ce moment-là par rapport à son bateau. Et on va des assurances vis-à-vis exactement des taxes, etc. Donc là, il peut montrer que son bateau est parti. Okay. Exactement. On va lui donner en fait deux documents. On va mettre à sa disposition deux documents. Un qui est le document quand on réceptionne le bateau, donc ce certificat de prise en charge, et en fin de déconstruction, un certificat de déconstruction du bateau. Mais nous allons nous charger, alors je brûle un peu les étapes, mais nous allons nous charger en même temps pour lui de régler tous les aspects administratifs, c'est-à-dire que c'est nous qui allons nous charger auprès des affaires maritimes, des douanes, de faire les démarches de radiation de pavillon, de désimmatriculation pour le plaisancier. Donc lui, il n'aura pas à s'occuper de tout ça. Donc, si je reviens sur mon bateau qui vient d'arriver, qui a passé les grilles du centre, la première opération qui est faite, c'est une opération de dépollution et de dégazage du bateau, pour enlever s'il reste dans le réservoir de carburant, et s'il reste du carburant, s'il reste des fluides, un peu d'eau de fond de cale usée. On va retirer des batteries, on va retirer tout ce qui est potentiellement qui fait partie potentiellement de la pollution du bateau. Une fois que cette opération est faite, on va séparer les différents matériaux. Donc l'idée vraiment pour nous, c'est le démantèlement du bateau. Alors ça peut être pour un propriétaire de bateau, venir voir la déconstruction de son bateau, ça peut être un petit peu psychologiquement éprouvant parce que c'est un petit peu violent. Mais en tout cas, on va séparer l'ensemble des matériaux en remettant toute la partie métallique d'un côté. On va retrouver des équipements de pont, un balcon avant, des winches, de l'équipement de pont, un mât quand on en a. Oui. On en a pas tant que ça parce que le mât en alu, avant que le bateau arrive chez nous, les gens sont aperçus qu'il y avait une valeur et souvent il est parti sur d'autres circuits de valorisation. Mais on en a de temps en temps. Donc toute la partie métallique, ça peut être des lestes de quilles, ça peut être pas mal de choses. C'est séparé, c'est trié et ça c'est valorisé à 100% puisque ça a une valeur marchande en plus. Donc ça part vers des fonderies pour être réutilisé pour fabriquer de nouveaux produits. On va grappiner, c'est-à-dire ouvrir le bateau, retirer la partie bois, notamment aménagement intérieur. Toute cette partie bois va être séparée. On va retirer
tout ce qui est autres matériaux, on va avoir des mousses, on va avoir du câblage électrique, on va avoir pas mal de choses. Donc tous ces matériaux-là sont bien séparés, identifiés sur le centre. Et à la fin, il nous reste vraiment la partie composite du bateau, entre la coque et le pont. Et cette partie composite donc va être broyée et elle-même envoyée vers des filières, différentes filières de traitement et valorisation. Donc si on fait un bilan, matière, en prenant les trois principales matières d'un bateau, sur l'aspect métaux, on l'a vu, donc ça part c'est du 100% recyclé. Sur la partie bois, on a une partie du bois, c'est en fonction de la qualité du bois qu'on retire du bateau. On a une partie qui part en recyclage vers les filières de panneautage, donc qui vont se retrouver au final en panneaux d'agglomérés que vous allez pouvoir aller acheter dans votre magasin de bricolage. Donc ça, c'est à peu près la moitié du bois. Et le bois qui est d'une qualité moindre, il va être transformé et mélangé à d'autres produits et transformé en ce qu'on appelle un CSR, donc un combustible solide de récupération, c'est-à-dire un matériau qui va être destiné à de la valorisation énergétique. Ce matériau-là, on va le retrouver, il va être utilisé dans des cimenteries parce qu'ils ont besoin de combustion d'énergie, mais également dans des centrales de production d'eau chaude. C'est un combustible en fait, c'est vraiment un combustible et donc c'est de la valorisation énergétique. Et enfin le dernier matériau qui est celui qui est qui a le plus d'enjeux pour nous, qui est un peu le plus problématique, c'est vraiment le composite. Donc 95% des bateaux qu'on déconstruit aujourd'hui sont en fibre de verre et polyester. Et donc ce composite aujourd'hui, pour 60%, on n'a pas encore de solution de recyclage pur. On a plein de projets en cours, il y a plein de R&D, il y a des choses qui vont aboutir dans pas longtemps, mais au moment où on se parle, on n'a pas de vraie filière pour recycler, faire du recyclage matière. Donc aujourd'hui, dans les 4000 bateaux qu'on a déconstruits, 60% de ce composite a été transformé et incorporé en CSR, comme le bois dont je parlais tout à l'heure, donc en vue d'une valorisation énergétique. Et puis on a 40% aujourd'hui qui partent malheureusement encore en élimination. Donc quand on dit élimination, c'est soit en centrale d'incinération mais sans production d'énergie ou de valorisation, soit en site de stockage classé de déchets. Et notre objectif vraiment, c'est d'arriver le plus rapidement possible à zéro élimination au niveau du déchet composite. Donc augmenter la valorisation énergétique et surtout augmenter les solutions de recyclage. Donc il y a une partie recherche sur cette matière, comment on peut essayer de la valoriser, et j'imagine qu'il y a aussi un gros travail maintenant qui devait être fait au niveau des constructeurs pour essayer d'avoir des matériaux qui se recyclent plus facilement sans un process qui peut être lui-même polluant pour le faire, quoi. C'est tout à fait ça. En fait, la fin de vie du produit est en relation assez directe avec sa conception. Donc évidemment, les constructeurs aujourd'hui s'interrogent beaucoup et font beaucoup de recherches de R&D sur ce qu'on va appeler l'éco-conception des bateaux. Comment trouver des matériaux plus facilement recyclables, parfois biosourcés, moins impactants, etc. Donc ça, c'est vraiment le volet éco-conception et c'est très important. Mais je dirais, par rapport, si je me mets je reviens avec la casquette à pair, c'est pour anticiper la déconstruction de bateaux que nous déconstruirons dans 40 ans. Okay. Aujourd'hui, nous, on doit traiter tout ce qui a déjà été fait. Donc, mais tout ça, c'est un cycle. Tout ça, c'est lié et c'est très important sur les deux sujets. Donc voilà. Là, pour les futurs matériaux, j'entends parler de fibres de lin. C'est quelque chose qui semble être assez prometteur dans la filière bateau. Donc c'est probablement effectivement des choses qui vont arriver sur le marché, qui ne le sont pas encore, mais qui vont arriver. Et du coup, la durée de vie d'un bateau, ça peut être, comme vous dites, 40 ans oui. Assez facilement, quoi. Alors, c'est vrai, on commence à avoir pour l'instant, c'est encore au niveau expérimental, mais on commence à avoir de l'utilisation de fibres naturelles type lin. Je pense à une société, notamment un chantier de voilier, un petit chantier breton de voilier, qui a fait un bateau en fibre de lin et qui commence à le commercialiser. Donc il y a des choses qui sont intéressantes. Maintenant, aujourd'hui,
on manque encore un peu de recul sur le vieillissement de ces matériaux-là, leur propriété mécanique, leur capacité à bien évoluer dans le milieu marin, qui est quand même très agressif. Et comme vous le savez, un bateau, il y a des normes de construction, de sécurité par rapport à l'échantillonnage, à la résistance du bateau, avec lesquels on ne peut pas jouer. Donc, ça prend aussi du temps parce que il faut qu'on ait des expérimentations grandeur nature pour bien stabiliser les propriétés mécaniques dans la durée de ces différents matériaux. Mais c'est vrai que c'est une des pistes. Après, il y a d'autres pistes. Il y a des sociétés comme la société Arkema en France qui élaborent d'autres pistes où on remplace la résine par d'autres types de résines qui, elles, vont permettre un recyclage ou une séparation des matériaux ou une recyclabilité beaucoup plus importante. Donc, il y a plein de phases, il y a plein de choses différentes. Il n'y a pas que la partie biosourcée. Et j'irais même que, même si c'est très important d'y travailler, on peut avoir des matériaux qui viennent en résine et en fibre de ressources renouvelables, mais c'est pas pour ça que une fois qu'on les a associés, en fin de vie du bateau, on va savoir les séparer, ou elles vont être biodégradables ou j'en sais rien. Donc il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte, mais il y a beaucoup d'initiatives et de travaux sur le sujet, et donc ça avance quand même bien ça avance quand même bien. Donc voilà un petit peu sur les matériaux. Donc je dirais qu'une entreprise qui fait de la R&D sur comment recycler les matériaux composites, il y a un retour sur investissement. Oui, qui est garanti encore pour l'instant. De toute façon, il y a quasiment que ça. C'est depuis combien de temps ces bateaux-là? Ils sont c'est depuis 40 ans qu'on fait des bateaux dans ces matériaux un peu composites. Oui, on a commencé dans les années 60, les premiers bateaux donc ça fait même un peu plus que ça. Les premiers bateaux en polyester. Ça a été d'ailleurs une vraie révolution, l'arrivée du polyester dans le nautisme. Moi j'ai souvent un peu l'image, je sais pas si je me trompe complètement, mais j'ai l'impression qu'à une époque on parlait pas de nautisme, mais on parlait de yachting. On était sur des bateaux en bois, sur des bateaux magnifiques, mais c'était très très élitiste. Et finalement, l'arrivée du matériau composite et du polyester notamment a contribué énormément à la démocratisation du yachting, qui est devenu la plaisance, beaucoup plus accessible, avec des bateaux plus résistants, moins chers en achat et en entretien surtout. Et ça a été vraiment un des facteurs importants du développement du nautisme. Et la France a été le premier pays finalement à se positionner vraiment avec des acteurs comme le groupe Beneteau, qui était beaucoup sur des bateaux de pêche avant, à l'origine, à se positionner sur ce nouveau matériau. Et ça a fait que la France s'est développée au niveau de la plaisance de façon très rapide, beaucoup plus vite que beaucoup de pays autour. Et donc ce matériau-là, oui, il a commencé à apparaître dans les années 60. Ouais, c'est ça. Et alors les 44 partenaires au niveau national, Dontom, etc. C'est des partenaires qui sont dédiés au recyclage des bateaux, ou est-ce ils ont d'autres activités? Est-ce que c'est par exemple des déchetteries ou des casses de voitures ou des choses comme ça? Alors non. Nous, au début, on avait projeté d'avoir 6 centres en France dédiés spécifiquement à la déconstruction des bateaux. En fait, on s'est aperçu très vite que économiquement, c'était pas possible. Le modèle économique ne tenait pas, parce que même si là, on a déconstruit déjà 4000 bateaux, c'est 4000 bateaux à l'échelle de l'ensemble du territoire. Il n'y a pas de volume suffisant pour justifier des investissements, du foncier, des bâtiments, de l'outillage, tous les investissements, et après de coûts de fonctionnement pour cette activité unique. Donc aujourd'hui, les 44 centres avec qui on a contractualisé sont des entreprises déjà en place, qui sont des spécialistes du traitement des déchets et de la valorisation des déchets, et qui sont déjà outillés, qui ont déjà l'ensemble de leurs capacités et de leur personnel, qui font certains déjà du VHU, du déchet industriel, qui travaillent avec d'autres éco-organismes dans d'autres domaines, en tout cas qui sont en capacité de gérer de démanteler des bateaux, de gérer ces déchets, et qui sont bien établis au niveau des différents exutoires et filières de valorisation des matériaux. Donc donc nous on vient en complément d'activité, si vous voulez, pour ces entreprises-là.
D'accord. VHU, ça veut dire? Véhicules hors d'usage sont les voitures en D'accord, fait. Hein. d'accord, d'accord. Ok, très bien. Ok, d'accord. Donc pas dédié à ça. Et parce que j'avais une question pour les gens qui aimeraient voir se former, les jeunes qui peut-être nous écouteront un jour, se dire mais comment on fait pour travailler dans cette filière-là? Donc là, c'est il n'y a pas une filière à proprement parler Non. pour les plaisances. En tout cas, c'est ce que Oui, j'entends. aujourd'hui, nous on a été approchés souvent par des collectivités qui nous disaient mais finalement on va créer, on va donner quelques aides pour pousser des privés à créer des sociétés spécifiquement dédiées aux bateaux. On va créer de l'emploi. Enfin, en fait, euh, idéalement, quoi, on pourrait croire que c'est une bonne idée, mais économiquement, C'est pas viable. ça ne marche pas. Et Mhm. finalement, nous, on apporte, j'irais indirectement des emplois dans les entreprises avec lesquelles on travaille parce qu'elles ont besoin, elles ont un renforcement d'activité et elles ont besoin d'employer quelques personnes en plus. Mais il n'y a pas, je dirais que il n'y a pas de filière aujourd'hui de formation et je ne crois pas très honnêtement qu'il y ait un vrai besoin de filière de formation pour le démantèlement spécifique des bateaux. Mhm, Je mhm. pense que c'est d'abord les filières de l'environnement et du déchet. Et un bateau, ben, c'est différents matériaux. Il faut Ouais, savoir ouais. le déconstruire et savoir valoriser ces différents matériaux. Si on sait déconstruire une voiture, on sera probablement déconstruire un bateau. Voilà, exactement, Ok, exactement. très bien. Je pense on a fait le tour de la question. Est-ce qu'il y a il y a des conseils à faire, à ne pas faire que vous donneriez aux propriétaires de bateaux? Alors, je sais pas si j'ai beaucoup de conseils à donner aux propriétaires de bateaux. En fait, moi, j'irais simplement aujourd'hui, on a un dispositif qui est en place, qui est simple, qui est très simple d'utilisation pour le propriétaire du bateau. Et en plus de ça, comme je vous le disais tout à l'heure, donc nous on finance intégralement la déconstruction progressivement jusqu'à partir de 2023, on va également financer le transport. Donc ça veut dire que pour un plaisancier, ça va être totalement gratuit, y compris la partie transport. Et finalement, on s'occupe de tout pour lui. Plutôt que, si j'ai un seul conseil à donner, c'est plutôt que de laisser des bateaux euh, pourrir au fond d'un jardin, les abandonner sur le littoral parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Aujourd'hui, on a une solution en France et on est assez content parce que la France est le premier pays à avoir mis en place ce dispositif. Hein. Il n'y a aucun autre pays européen, en tout cas autour de nous, qui ait mis en place ce dispositif. J'irais aujourd'hui, c'est simple, déconstruire un bateau, se séparer de son bateau proprement, de façon respectueuse de l'environnement et de la réglementation. C'est simple, c'est gratuit. Et donc, il faut pas hésiter à le faire et à aller sur le site de l'éco-organisme pour être accompagné. On a des personnes dédiées pour accompagner chaque demandeur. Et donc, c'est simple. On a même pas mal de personnes âgées qui nous contactent et qui sont pas forcément très à l'aise avec l'outil informatique, etc. Donc, on a des personnes qui sont là pour remplir les demandes à leur place, pour gérer tout. Et donc, c'est simple et on vous accompagne. Donc, il faut surtout ne plus jamais avoir le réflexe d'aller abandonner un bateau quelque part ou voir le couler en mer, alors que les solutions sont en place et ne demandent qu'à accueillir ces bateaux-là. Et puis on leur Oui, donne c'est. une deuxième vie progressivement dans d'autres produits. Non, c'est vrai que je suis impressionné personnellement parce que je pense que probablement beaucoup de gens, de propriétaires de bateaux se disent ça va me coûter un rein de le mettre à la casse ou quoi que ce soit, alors qu'en fait non, on se rend compte que et je dois saluer le fait qu'effectivement la France soit là-dessus. Fasse ce recyclage de manière gratuite, c'est quelque chose qui m'impressionne vraiment. Mais vous avez raison. Et effectivement, les gens peuvent se dire ça parce que c'est assez Mmh. récent. Et si on revient encore 4 ans en arrière, eh ben ça coûtait cher, Ça ça coûtait coûtait cher. cher, ouais. Et d'ailleurs ça coûte cher parce que nous ça nous coûte cher, mais Mmh mh. c'est organisé et ça va dans le sens de l'histoire, je crois, hein, de Mmh prendre en mh. compte au moment de la mise sur le marché d'un produit, de déjà anticiper, prendre en compte et organiser la fin de vie. Je crois que c'est normal, ça va dans le sens de l'histoire et du coup je suis persuadé que les autres pays vont progressivement mettre en place des dispositifs Mmh similaires mh. ou comparables.
Ce podcast qui est écouté par beaucoup de gens au Canada, en Belgique, j'espère qu'ils pourront solliciter leur gouvernement pour leur montrer l'exemple de la France, parce que c'est vrai que je pense qu'il est quand même très intéressant. Mais écoutez, en tout cas, on sera ravis, s'ils le souhaitent, de pouvoir échanger avec nos homologues canadiens, québécois et belges pour leur expliquer un peu ce qu'on a mis en place et les aider à construire leur propre système. On en sera absolument ravis. Je vais avoir 2 podcasts, Fred Dutil, qui est responsable d'une voilerie à la Trinité. J'ai abordé le sujet du recyclage avec lui. Il me disait que effectivement lui aussi c'était compliqué les voiles à recycler parce que il y a énormément de colle dans les voiles. Mais pour le coup, il y a des belles initiatives sur les voiles, parce que vous avez des sociétés qui se sont spécialisées, type 727 Salesbag, et des gens comme ça qui récupèrent et qui fabriquent des sacs, des poufs, des transats. C'est exactement ce qu'il me disait. À un moment donné. Mais oui. C'est la limite, ça. Et du coup, on arrive effectivement à trouver des moyens un peu créatifs et originaux de recycler, qui sont ces fameux sacs, etc. Et puis qui sont des produits haut de gamme en plus, qui sont des produits qui ont une valeur marchande importante. Mais je trouve que c'est absolument génial. C'est-à-dire que, et puis même quand vous achetez votre sac ou votre pouf, vous avez une petite étiquette qui est dessus, qui explique l'origine de cette voile, quoi. Et parfois, vous avez dans votre salon quelqu'un qui s'assied sur un pouf, il dit tu vois ce pouf, c'était le jeu de voile de tel navigateur, et ce jeu de voile il a fait le Vendée Globe de telle année. Alors les gens sont scotchés et non mais c'est génial. Produit unique, ouais, c'est vrai. C'est génial de pouvoir détourner le produit pour en faire un autre produit avec une vraie valeur plutôt que d'aller le déstructurer complètement. C'est super intéressant. Nous on essaye de mettre en place des choses comme ça, notamment de façon très anecdotique, mais on a un partenariat avec une société qui réhabilite quelques anciens bateaux pour faire de l'habitat de loisirs. D'accord. Donc notamment pour de l'habitat un petit peu original sur des campings. Donc plutôt que de louer un mobil-home sur un camping, ils proposent à des clients, si ça vous amuse, on a un bateau. Alors c'est un bateau qui ne voyagera plus, c'est un bateau qui ira plus sur l'eau, mais vous venez en famille vivre pendant un week-end, une semaine. Plutôt que d'être dans une caravane, vous allez être dans un bateau qui a été complètement revu, réaménagé, avec tout le confort nécessaire. Et quelque part, c'est le voyage immobile, quoi. Donc il y a des choses comme ça. Il y a plein d'idées aussi à mettre en place. Ça fera jamais le gros des volumes, mais il y a des choses qui sont intéressantes à faire. À explorer, ouais, effectivement. Ok, super. Écoutez, moi je propose qu'on s'arrête là. Merci d'avoir navigué avec nous jusqu'au bout. Si cette sortie en mer vous a plu, et pour participer aux prochaines navigations, n'hésitez pas à noter, liker et commenter cet épisode sur vos plateformes préférées. Les canaux VHF de Voilier sont sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn, ou sur le site voilier.com, voixli2es.com. Vous trouverez tous les liens dans la description. En attendant, bon vent et à très bientôt.